Vous écoutez Procrastination, saison 9, épisode 8, acquérir le recul sur son premier jet. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. On a parlé plusieurs fois des corrections, directement, dans des épisodes ou par la bande. Et évidemment, fréquemment, ce qui arrive, c'est que quand on veut corriger correctement son manuscrit, quand on veut pouvoir l'évaluer finalement d'une manière de façon relativement objective, évidemment, la première étape, c'est d'acquérir du recul sur son premier jet. Et c'est souvent ce qui est dit dans les conseils d'écriture. C'est pour corriger, il faut commencer par avoir justement cette distance pour pouvoir recevoir son manuscrit de façon neutre, puisque c'est nous qui l'avons écrit, donc on sait plus ou moins ce qu'on a voulu mettre dedans, et le recevoir de façon objective est plus difficile, sauf que c'est bien joli, mais comment on fait ? C'est quand même, ça a l'air plus facile à dire qu'à faire. Le premier conseil, évidemment, qu'on peut donner, c'est le laisser dans un coin pendant un certain temps, voir ce qui se passe, le laisser exister pour pouvoir le recevoir avec un œil frais, mais c'est un peu court, jeune homme, comme disait l'autre. Donc, est-ce qu'on peut entrer un peu plus dans le vif du sujet ? On va vraiment parler spécifiquement dans cet épisode des façons, potentiellement des techniques d'acquérir ce recul, d'acquérir cette objectivité et cette neutralité pour ensuite réussir à faire un travail de correction. Est-ce qu'il y a des techniques ou des méthodes ? Comment on peut faire pour éventuellement accélérer la chose ou se former au recul ou acquérir justement le recul sur un projet tout frais, il est démoulé du four maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut faire pour acquérir ce recul ? Moi, j'ai pas forcément de réponse très élaborée là-dessus, puisque ça se résume à deux choses. Laisser passer du temps et avoir un regard extérieur. C'est-à-dire, en gros, je l'envoie au bêta-lecteur, comme ça je sors de la phase obsessionnelle où je retouche encore des trucs, j'y suis pas, et après j'envoie. Non, là c'est bon, c'est terminé, j'envoie. Et de toute façon, je suis obligée d'attendre ces retours. Une fois que c'est lancé, de toute façon, je peux plus rien faire tant que j'ai pas ce retour extérieur, qui pour la première fois va me dire comment ce texte existe en dehors de ma tête, vu par le regard de quelqu'un d'autre. Et quand je relirai ensuite, j'aurai nécessairement toutes les remarques des bêta-lecteurs en tête, qui vont changer mon regard sur le texte. Plus le temps passé qui fait qu'on se détache petit à petit. Plus on laisse passer de temps, plus on s'en détache. Mais j'ai pas de démarche vraiment active en dehors de ça. C'est simplement de laisser le texte sortir de ma tête pour exister dans celle des autres. Et il y a comme un interrupteur qui switch dans ma tête à ce moment-là. Alors, évidemment, les bêta-lecteurs, je suis tout à fait d'accord aussi, je pense que, voilà, vous vous en doutez. Laisser passer du temps, pour moi, j'ai une technique très simple, c'est comme je travaille sur plusieurs manuscrits à la fois, simplement, quand j'ai fini un premier jet d'un manuscrit, je vais faire les corrections d'un autre. Quand j'ai fini les corrections, je reviens au premier jet. Après aussi, il y a des techniques qui vous conviendront ou pas, pour prendre du recul plus facilement, et c'est de regarder son manuscrit, à fortiori son premier jet, sous un angle extrêmement technique. Et le considérer sous un angle technique, ça permet de se détacher un peu émotionnellement, en fait, du premier jet. Et pour ça, par exemple, quand vous avez plusieurs thèmes dans votre premier jet. Alors, j'aime bosser avec des couleurs, vous le savez sans doute déjà, mais vous mettez une couleur par thème. Donc, chaque fois qu'un thème est abordé dans votre manuscrit, vous le passez en une couleur. Si vous êtes sous Word, c'est hyper facile à faire, par exemple. Et comme ça, vous regardez si tous les thèmes que vous voulez ont bien la même importance dans votre texte. Si vous êtes sur un roman choral ou avec plusieurs personnages, même si c'est pas choral, s'il y en a 3, vous regardez si tous les personnages ont la même importance dans votre texte. Si c'est pareil, vous les passez en couleur. Vous regardez s'il n'y a pas un moment où on perd un personnage de vue pendant trop longtemps, si on perd un thème de vue pendant trop longtemps. Si ce que vous cherchez, il y a un bon équilibre entre des scènes calmes et des scènes d'action. Si vous cherchez un manuscrit qui bouge un peu et tout ça, et que vous voyez que vous avez 10 scènes calmes à la suite et une pauvre scène d'action dans un coin, oui, forcément, là, c'est pas bien. Regardez les cohérences aussi, c'est très bête, mais souvent on laisse passer des petits trucs de cohérence. Si vous avez des grandes révélations, pareil, vous passez en couleur toutes les étapes qu'amènent à la révélation, pour voir si elles sont vraiment bien gérées, si vous pouvez pas les booster un petit peu plus, en fait. Voilà. Et tout ce qui va vous faire regarder votre manuscrit sous un angle technique va vous permettre d'acquérir ce recul. Et après, vous pourrez passer à une relecture plus globale, en fait, plus normale, si on peut dire, mais vous passerez cette relecture avec le recul technique que vous avez acquis. Et donc ça, c'est surtout si vous n'avez pas assez de temps pour prendre du temps. Enfin voilà, pour plein de raisons, oui, vous avez laissé passer 3 semaines, 1 mois, mais vous voulez vraiment vous remettre à votre manuscrit parce que là, par exemple, vous avez des vacances, vous savez que vous pouvez écrire.
Eh ben, même si vous n'êtes pas tout à fait prêt, l'envisager sous un angle technique, ça vous permettra de l'envisager plus sereinement. Un petit tips justement d'ailleurs sur cette espèce de vision de haut niveau qu'on peut avoir sur son manuscrit. Alors Word en mode plan ça marche bien, ou les outils type Scrivener, etc. Même si on n'écrit pas avec ces machins-là, ça permet d'avoir un découpage, donc scène par scène ou chapitre par chapitre, et on peut aussi accorder des étiquettes ou des mots-clés à son manuscrit, même si on fait pas le retravail dans ces outils-là, ça permet d'avoir la vision à hauteur d'oiseau de l'ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais malheureusement le recul, c'est aussi une compétence qui s'acquiert avec le temps. Je pense plus on en fait, plus on arrive à avoir, j'ai pas envie de dire l'expérience, mais en gros, à désacraliser le texte en fait quelque part, parce que tout ça, on le dit souvent, c'est que de la matière, c'est destiné à être retravaillé, c'est une matière pour un but qui est de raconter de la façon la plus adaptée possible l'histoire qu'on veut dire. Une autre technique vraiment toute bête, perso, moi je continue à appliquer, c'est de changer de média. C'est de changer de média et de contexte, tout simplement. C'est-à-dire de prendre son manuscrit, si on écrit à l'ordinateur, de l'imprimer, en fait, tout bêtement, et de prendre son crayon, de sortir du bureau, de sortir de l'environnement habituel d'écriture dans lequel on est, de création, pas prendre le même café si vous écrivez dans les cafés, mais en tout cas d'être dans un autre contexte qui est celui pour essayer d'arriver à faire au maximum ce glissement d'état d'esprit qui est je ne suis plus la personne qui crée, je suis la personne qui reçoit, parce que c'est ça en fait qu'on cherche à atteindre, je pense, c'est d'être dans l'état de réception maximum, comme si on était le lecteur ou lectrice qui recevait ce bouquin-là. Moi, l'état d'esprit dans lequel je suis au moment de recevoir, ça y est, lapsus quoi, dans lequel je suis au moment de corriger, c'est j'ai ce bouquin-là écrit par un autre type et moi, mon boulot, je suis son éditeur. C'est plus moi, c'est la personne qui est chargée de faire en sorte que ce type-là ait l'air intelligent quelque part. Et donc, changer de média, prendre son crayon, changer de contexte pour recevoir au maximum les mots sur la page tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. D'ailleurs, en parlant de temps, combien de temps est suffisamment de temps ? Pour moi, le temps qui est suffisant quand on peut se le permettre, dans l'idéal, c'est en général le premier jet. Quand on arrive à la fin, on veut plus le voir et on sait que suffisamment de temps a passé quand on ne peut plus attendre avant de s'y mettre. C'est la frustration qui est le bon signe. Intéressant. Alors, je pense qu'il peut y avoir des gens qui vont être en mode, justement, j'ai fini le premier jet et je peux plus le voir en peinture, donc j'ai envie d'avoir fini, donc je vais me lancer dans les corrections tout de suite. C'est possible, mais je pense que il faut un peu de métier pour pouvoir se lancer dans les corrections tout de suite après avoir fini son premier jet. Évidemment, ça va dépendre de la complexité du projet, ça va dépendre de la personne aussi. Perso, mon maître étalon, plus ou moins, c'est quand j'ai oublié, en fait. C'est quand je sais plus exactement très bien ce dont il s'agit, mais que je sais encore ce que je voulais y faire, mais que je sais plus exactement comment c'est fait. Ça marche pas dans tous les cas de figure, parce que pour moi qui écris principalement des nouvelles avec souvent des délais assez courts, le temps d'oublier un texte, c'est pas possible si le texte est attendu là dans un mois ou quelques semaines. Après aussi, quelque chose qui rejoint un peu ce que dit Lionel, pas tant quand on n'a pas le temps d'oublier son projet, par contre, se rappeler pour le coup ce que c'était à la base, ce pourquoi on l'écrivait à la base, et le relire en ayant ça en tête. Et ça permet, évidemment pas d'oublier, mais ça permet, de faire davantage abstraction de toutes les couches déjà d'écriture, de réflexion qu'on a mis dans le premier jet pour revenir au truc qu'il y avait au début, au tout début. Et donc, on n'oublie pas, mais on arrive à un petit peu jouer avec son cerveau comme ça. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche quand j'ai pas beaucoup de temps. Et Lionel, tu parlais aussi de changer d'environnement. Alors, c'est pas un truc que moi je fais sur des manuscrits entiers, je sais que certains le font, mais quand j'ai un passage plus généralement qui me bloque un peu, où j'arrive pas à voir ce qui colle pas, le lire à haute voix. C'est bête, mais quand on lit à haute voix une lecture un peu, active, en faisant attention à ce qu'on lit, ça permet quand même de se rendre compte souvent de problèmes. Après, il y en a qui font sur tout leur manuscrit. Hein. Si vous avez le temps et que c'est votre truc, mais lancez-vous. Donc moi, je voulais déjà appuyer cette remarque qu'a fait Lionel, parce que à titre personnel, j'écris chez moi sur ordinateur. Il y a un moment où j'ai besoin effectivement d'imprimer, je vais lire au café. Il y a quelque chose qui fait que je sors, c'est pas vraiment je sors de ma tête, mais il y a un truc comme ça, il y a vraiment un recul presque physique qui se met entre le texte et moi. J'avais apporté une précision qui est vachement moins technique, parce que je suis beaucoup moins technique que vous. Alors les histoires des couleurs, de tout ça, c'est génial, mais moi j'ai jamais fait, je fonctionne pas comme ça. Je dirais que en relisant, Estelle parlait tout à l'heure de se détacher émotionnellement du texte.
Moi, paradoxalement, c'est l'inverse. Quand je relis le texte, je suis attentive aux émotions que je ressens en relisant. Et de temps en temps, si je suis happée par le souffle d'un passage ou si je suis envahie moi-même par une des émotions que je cherchais à provoquer, il y a une chance raisonnable que ça signifie que le texte fonctionne. Si à l'inverse, je ne ressens pas ce qu'il faudrait, je me dis, tiens, là, il y a un problème. Quelque part, je suis mon propre public à ce moment-là. Et les textes que je considère comme vraiment réussis, il y a des moments où je me fais complètement cueillir moi-même à la relecture. Et des fois, être happé par le souffle d'une manière mais je me dis, mais je le connais le texte, en fait, je le connais par cœur. Mais tiens, je pense qu'il fonctionne bien, là, je le sens bien. Sur le fait de lire, effectivement, à haute voix, j'ai tenté un truc, alors, avec lequel je vais mettre quand même d'assez gros caveats, mais qui marche bien dans le bon contexte, c'est de lire le manuscrit à quelqu'un de confiance. Le gros caveat, c'est que il faut faire ça en étant à 100% dans l'idée, c'est pas de recevoir le feedback de la personne, même si ça va forcément arriver et que ça fait un petit peu comme une bêta lecture d'une manière un peu différente. Mais en fait, lire à quelqu'un, déjà lire, comme tu dis Estelle, on reçoit les mots d'une manière extérieure, mais en plus le lire à quelqu'un, on le lit pour une personne et donc du coup ça aide aussi à acquérir cette extériorité. Par contre, ça peut être on est extrêmement vulnérable quand on fait ça. Donc, il faut vraiment le faire dans l'état d'esprit de se dire, je le fais quelque part, je le fais pour moi, pour avoir mon recul sur le texte, le faire avec quelqu'un de confiance qui va pas vous déboîter, évidemment, et de pas le faire aussi dans l'espoir de recevoir quelque chose, un feedback forcément positif, parce qu'on va être dans cette vulnérabilité et on va être quelque part peut-être potentiellement à la recherche d'avoir quelqu'un qui va nous rassurer quant à la qualité du texte, et donc d'être bien d'accord avec la personne de confiance avec qui vous le faites, de dire je vais te lire potentiellement un premier jet mal dégrossi avec tous les défauts que ça a, donc on est bien d'accord que je vais te lire un truc qui est mal foutu, mais tu vas me rendre service. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Si on est dans cet état d'esprit, alors ça peut être super cool. Mais le plus gros piège, ça peut être les attentes inconscientes qu'on peut avoir de ce genre d'expérience. Donc attention là-dessus. Mais si on est capable de le faire dans ce genre de circonstances, ça peut marcher hyper bien. Ça rejoint un truc en fait auquel j'avais pas pensé, mais que j'ai en tête. C'est-à-dire que, je sais pas pour vous, mais moi quand j'écris un premier jet, je vais avant tout mettre l'histoire sur le papier. Et en fait, quand je corrige, je pense déjà beaucoup plus aux gens qui vont le lire. Je pense par exemple beaucoup plus au regard de mon bêta-lecteur à qui je vais l'envoyer, au regard de ma bêta-lectrice. Je pense beaucoup plus au regard des lecteurs plus tard, plus j'avance dans les corrections en fait. Et plus je pense au regard des lecteurs. Donc ça me met dans une ambiance différente. Mais c'est vrai que c'est un truc que je fais un peu inconsciemment en fait, donc je l'avais pas mis en système, tu vois. Peut-être que ça aide aussi, ça aide à avoir une vision différente des choses. Et c'est vrai que le premier jet, pour moi, c'est vraiment pour sortir l'histoire de ma tête. Alors que les corrections, c'est pour le donner à quelqu'un d'autre. Je t'envie parce que je suis obligé de hacker mon cerveau en utilisant des machines à écrire ou des médias différents, même pour l'écriture, pour être dans l'état d'esprit que tu décris, qui est celui que je voudrais avoir et que je pense qu'il est le plus sain à avoir, effectivement, qui est de sortir l'histoire pour soi. Moi, ça fait trop longtemps que petit à petit, pernicieusement, est arrivé le fait que déjà, au moment de l'écriture, j'ai le petit démon perché sur mon épaule qui va me dire est-ce que c'est suffisamment bien ou pas, ce qui est juste horrible et il faut pas faire ça. Je contrecarre autrement. J'aimerais arriver à faire exactement ce que tu décris avec naturel, parce que perso c'est l'idéal platonicien qu'il faut obtenir dans dans l'approche de la création puis de la correction. Juste je sais que je galère à y arriver, quoi. Juste un dernier truc aussi, Lionel, tu parlais d'expérience. Alors oui, l'expérience, ça peut nous faire perdre ce côté un peu plus instinctif du premier jet. Et ça, c'est nul. Mais aussi, avec l'expérience, c'est bête, mais moi, je sais quels sont mes soucis récurrents en tant qu'autrice. Et quand même, quand je fais une relecture, et à fortiori la première relecture, je connais mes soucis récurrents, je vais les chercher. Et ça, par exemple, je sais que j'aime un peu trop jouer avec la ponctuation. Qu'un peu de jeu avec la ponctuation, c'est bien, trop, c'est mal. Et donc, ça fait partie de ce que je vais chercher. Je sais aussi que dans certaines confrontations importantes, j'ai tendance à passer trop vite. Donc, quand j'ai des scènes de dialogue et de confrontation un peu importantes, je me dis, là, il faudra probablement que je rajoute de la chair. Donc, au bout d'un moment, quand vous enchaînez les livres, les premiers jets, les corrections, tout ça, aussi, vous commencez à vous connaître en tant qu'auteur. Et même si on change au fil de la vie, il y a souvent des défauts qui se répètent. Et même si déjà, dans les premiers jets, on les a moins,
on les a quand même toujours un peu. En tout cas, moi, je les ai toujours un peu. Et c'est vrai que de les connaître, de les chercher déjà en ayant un petit peu ma grille de voilà, ça c'est mes défauts favoris, je vais les chercher, ça aide. Petite citation pour terminer. Citation de Wally Lam. Écrire des histoires, c'est une drôle d'affaire quand on y pense. On s'installe pour tisser un réseau de mensonges afin d'explorer des vérités plus profondes encore. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.